Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le voyez, nous sommes dans la grange d'Autrecap, une grange qui est vide, mais vous êtes là grâce aux écrans, grâce au numérique, et nous sommes heureux de vous accueillir via le numérique. Et bienvenue à tous. Ce soir, nous vous proposons une rencontre en deux temps. Il est à peu près 18h45 et durant trois quarts d'heure, nous allons nous retrouver par le truchement de cette vidéo concoctée pour vous grâce aux compétences et à la patience de Bastien Guirchig, que je remercie au passage. Le thème de ce cercle littéraire proposé par l'association Ça et Là est vitesse et précipitation, en particulier autour du livre de Paul Morand, L'homme pressé. Vaste programme en cette période vibrillonnante s'il en est. Alors nous entendrons quelques pages de ce roman, lu par la comédienne Anne Tunin, moments littéraires qui seront chaque fois prolongés d'un mouvement musical approprié et interprété par le brillant quatuor Agathe. Successivement, le final du quatuor numéro 3 de Béla Bartók, le quatrième mouvement du quatuor numéro 14 en sol majeur de Mozart et enfin le quartet Salz de Franz Schubert. Puis alors dans un second temps, vers 19h30, nous nous retrouverons en direct pour un échange sur une vingtaine de minutes autour de L'homme pressé, ce livre qui date de 1941 mais qui reste d'une très très belle modernité. Pour entrer en communication avec nous, il vous suffira de cliquer sur le lien situé au bas du mail que vous avez reçu. Alors, pour terminer, permettez-moi d'évoquer l'ouvrage du philosophe Pierre Sansot, que j'aime beaucoup, intitulé « Du bon usage de la lenteur ». Je cite « Une certaine forme de sagesse se reconnaît à la volonté de ne pas brusquer la durée, de ne pas se laisser bousculer par elle, pour augmenter notre capacité à accueillir l'événement. Nous avons nommé lenteur cette disponibilité de l'individu. Elle exige que nous donnions au temps toutes ses chances et laissions respirer notre âme. Laisser respirer notre âme. N'est-ce pas là un programme idéal pour vivre au mieux cette période de confinement et de décantation? Sur ce, je cède la parole à Pierrick Melstaff. Merci Marc pour cette nouvelle soirée qu'on va passer ensemble. C'est donc la deuxième fois qu'on fait un cercle littéraire et musical en compagnie de l'association Ça et Là et de Sous l'eau palétuvier. Cette fois-ci, nous ne sommes pas chez toi, Marc, et chacun est bien chez soi devant un feu de cheminée, mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à une alliance musique et littérature comme on a eu déjà l'occasion de le faire une fois, et c'était assez intéressant au point de recommencer. Donc cette fois-ci, le roman qui était proposé, donc c'est moi qui m'en suis occupé, c'est Paul Morand, L'homme pressé, et l'idée pour cette petite rencontre de ce soir, c'est de ne pas déflorer complètement l'envie de lire le livre, mais bel et bien au contraire donner tous les éléments, peut-être un peu plus sur la musicalité, sur l'écriture de Paul Morand, l'humour de Paul Morand, à l'aide de 3 extraits qui seront lus et qui seront donnés en alternance avec des propositions musicales du quatuor Agathe. Les 3 extraits que nous allons entendre, dits par Anne Tunin de la compagnie On Imagine, normalement ne devraient pas déflorer la surprise, le mystère des aventures du héros, de cet homme pressé qui est Pierre Niox, et qui fait l'objet, disons, du premier extrait. Vous allez pouvoir voir un peu de quelle réalité d'homme il s'agit, et un peu du trouble qui l'oppresse, enfin, si tant est que ça l'oppresse, c'est tout le sujet du premier extrait. Dans le second extrait, vous allez voir un groupe de personnes qui est assez important dans lui et pour l'histoire, et qui est un gynécée, toute la famille de Bois-Rosé, avec Bonne la maman et ses 3 filles. Ça ne manque pas de sel. Et quant au troisième extrait, il va être plutôt dans la matière qui nous réunit ce soir et qui anime Pierre Niox, à savoir le patrimoine et la culture, sans oublier l'amour, puisqu'il s'agit d'un roman d'amour. Ce que je dis est peut-être assez sibyllin, mais j'espère que pour les dizaines de minutes qui nous suivent, cela va s'éclaircir. Je remercie le Quatuor Agathe pour les propositions musicales,
qui, à mon sens, sont tout à fait pertinentes avec les extraits tels que vous allez les découvrir. On verra bien aussitôt après cette séance, pour ceux qui seront présents en ligne, les réactions que cela peut vous procurer. Voilà. Bonne écoute. Asseyez-vous, docteur. Moi, je vais vous donner une consultation. Je ne suis ni anxieux, ni un paroxyste, ni un impulsif, ni un surmené. Je suis parfaitement sain. Nous verrons. Si j'étais seul au monde, je me porterais à merveille. Mais il y a les autres. Hâte. Tous mes malades disent comme cela. Docteur, je suis une victime. Je ne suis pas une victime, je suis un martyr. Ah, voilà. À moi, vous pouvez dire qu'est-ce qui vous tourmente. Mon malheur est d'être exact. Ma vie se passe à attendre. Ainsi, je devais rencontrer ici ce soir un ami. Où est-il? Il est où sont les gens? Ailleurs. Une question je vais vous poser. Êtes-vous enthousiaste? Non, plutôt indifférent de mon naturel et même apathique. Avez-vous de l'espérance de l'au-delà? Parlez-vous avec Dieu? J'estime qu'après m'avoir joué le tour de me mettre au monde, c'est à lui à me faire signe le premier. Et croyez-vous au progrès? Pour qui me prenez-vous? Non. Est-elle d'ordre métaphysique, votre activité inquiète? Je veux dire, polypragmosine? Ne cherchez pas du côté moral. Docteur clarissime, vous ne trouverez rien. Ce n'est pas en vertu d'une sagesse apprise que je vais vite, mais en fonction d'un instinct. La seule explication, c'est que je possède un don fatal, comme disaient les romantiques, celui de la mobilité. Une malédiction veut que je sois lancé au galop dans un univers qui trottine. Vous ressemblez aux alchimistes qui voyaient dans le vif argent tous les principes des qualités des corps. Avez-vous toujours été aussi impatient? Moi? Impatient? Mais je suis si patient que j'en ai parfois des convulsions. Oh, l'expression m'a trahi. Peut-on dire en français, y a-t-il longtemps que les gens sont lents avec vous? Depuis toujours. Au fond, non, je ne sais plus bien. Vous signifiez que votre subconscient préfère ne pas se souvenir. Vous ne savez pas, mais lui, il sait, et il faudra qu'il parle. Si me revoir vous est agréable, nous collaborons à une observation méthodique de vous-même, qui nous conduira à un éclairage de votre naturel. Mais je ne suis pas malade! Non! Qui a parlé des maladies? Je ne veux nullement vous soigner. Ainsi, vous ruez-vous, c'est votre droit. Je cherche simplement à m'instruire et je vous répète que votre cas est curieux, qu'une personnalité originale est en vous. Votre essor, tout à l'heure, fut admirable, et aussi votre agilité, votre légèreté exemplaire. Ce n'est point un don fatal, je vous assure. C'est un don tout court. Vous me faites grand plaisir, docteur. Mon premier diagnostic, c'est que vous ne vivez pas sur une malédiction, comme vous dites, pas plus que les autres hommes. Vous êtes constitué même un peu plus joliment, plus athlétiquement, et vos réflexes, d'une constitution de salpêtre, méritent que je les étudie. Quelquefois, surtout dans vos périodes de surexcitation. Appelez-moi et nous causerons. Voici mon adresse. Ah, attendez, docteur, ne partez pas. C'est vous, cette fois, qui êtes pressé. Bien, je reste à vous écouter. Moi, toute ma vie, je l'ai quand je peux pour le loisir organisé. Bon, eh bien, écoutez donc.
J'exerce la profession d'antiquaire. Sauf exception, je ne dépasse jamais l'an 1000. J'ai un nom dans le carolingien. Je n'ai jamais vendu un objet postérieur au XIIIe siècle, à moins qu'il ne fût faux. Et en ce cas, on rend l'argent. Non, oh, ce sont des vieux temps où l'on ne courait pas si vite comme vous. Oui. Je me disais cela la semaine dernière au mont Athos, en regardant un ivoire byzantin poli par les siècles. Néanmoins, il faut faire vite. Dans l'antiquaille comme dans le reste, et plus particulièrement dans ma partie. Pourquoi ? Parce que les pièces du XVIIIe font l'objet d'une demande régulière et d'un marché stable, alors que la côte de la haute époque est plus capricieuse que la plus effervescente mine d'or. Je vois mes clients voler de l'Arcite à celui du Gandhara, et 6 mois plus tard, c'est le proé-colombien qui est en faveur et le mycénien qui se déclasse. Mais ne serait-ce pas la faute des jeunes pleins de sang comme vous, monsieur Thénamite ? Non, c'est la faute de ma clientèle. Ma clientèle est aussi rare qu'elle est choisie. Elle est difficile et inquiète. Elle se recrute parmi ces faux usages, ces passionnés que sont les directeurs de musées et parmi les gens d'une richesse récente et exigeante. Quoi de plus surexcité qu'un collectionneur d'objets de haute époque ? Il enjambe les siècles comme des ruisseaux. Et quoi de plus instable dans son humeur ? Voilà 15 ans que je pratique cette espèce-là.
Jeunes et superbes, ces 3 filles travaillaient et n'avaient pas trop de 24 heures pour bénir leur mère de les avoir élevées sans soin, sans religion, sans dot, et presque sans y penser. Mais si l'une d'elles avait un malaise ou un chagrin, il lui suffisait d'entrer dans la chambre de Mamicha pour retrouver la paix et la santé. Comme une idole miraculeuse, Mamicha recevait tout, ne donnait rien, mais guérissait. Elle se réservait d'ailleurs la droguerie et aussi la justice. Elle tranchait les cas en appel parmi les chamailleries et pour le contentement général. Cléopâtre mit une perle dans du vinaigre, le vinaigre dans un vase et but. Dans cette courte légende tiennent les bois rosés. Fromentine, la plus jeune et la plus belle, c'est Cléopâtre. Edwige, la plus brillante et la plus fine, c'est la perle. Angélique, la plus mordante et la plus fermentante, c'est le vinaigre. Et que fait là-dedans Bonne de bois rosé, sinon le vase? Bonne de bois rosé n'était ni bonne, ni aimante, ni intelligente. Elle n'avait ni gentillesse, ni vitalité, au contraire. Et pourtant, les 3 filles, si différentes l'une de l'autre, eussent accepté avec joie de ne jamais se marier, de mourir dans les tourments pour donner à leur pauvre mère confort et bonheur. Elle leur avait inculqué, sous l'étiquette commode d'amour filial, tout un ensemble de tabous et d'impulsions aussi impérieuses que les lois de la chute des corps. On n'avait jamais constaté chez Bonne cet effacement heureux de la plupart des mères à mesure que leurs enfants croissent en force et en beauté. Plus ces filles grandissaient, et plus les exigences mamichesques, sa personnalité despotique, rayonnante et nulle, s'affermissaient.
Car il existe une vigueur infirme de l'âge, un génie entêté de l'inefficacité, un chantage domestique de la faiblesse avec lesquels les romanciers et les historiens, ces frères siamois de notre époque, doivent compter. Cette grosse nabote, alitée, avait mis au monde ses 3 filles, dont la moins grande comptait 1,70 m. Quand elles se groupaient, on aurait dit les Sibylles de la Sixtine. Tout y était. Les proportions, les attaches, le port de tête. Elles ne pouvaient manier un balai ou une poêle sans avoir l'air de tenir les cornes d'abondance ou des mains de justice. Ce n'est pas un chapeau qu'elles eussent dû avoir sur la tête, mais un chapiteau. La mode ne mordait pas sur elles, car elles étaient à l'échelle de tous les temps. Sur elles, les vêtements glissaient. Pour de telles femmes, il n'existe pas d'hommes en notre époque, ni surtout en notre pays. Les filles bois rosées n'avaient aucun succès parce que, chez nous, le succès est chose du 36, gante du 6, parce que le succès se joue sur des pointes d'épingle comme la foudre domestiquée. L'échec les guettait. Elles avaient la taille du quignon, car ce qui est très grand se casse ou se perd, le Nil dans les sables ou Mermoz dans l'océan. Les bois rosés étaient comme ces immenses tapis d'Aubusson, ces coffres géants du XVIIe siècle qui, aux enchères, se vendent à vil prix parce que personne n'a de camionneur pour les soulever ni d'appartement pour les loger. Ces êtres humains à taille d'allégorie étaient simples et indécis, différents en cela des allégories qui n'ont ni simplicité ni mystère et livrent leur nom inscrit au bas de leur robe. Aux Sibylles, elles empruntaient un côté vague et sombre. Elles étaient les ornements voyants d'un temple invisible aux non-initiés, le temple de la mer. C'étaient des templiers femelles, les filles porte-glaives de l'ordre utérin.
Et puis tant pis. Attendre? Non. Aucune femme ne vaut qu'on l'attende. Attendre écrasait Pierre. Pour lui, la lenteur se traduisait toujours en kilogrammes, en tonnes. Quand il lui fallait ralentir le pas dans la rue pour se laisser rattraper par le compagnon qui l'avait distancé de 100 mètres sans s'en apercevoir et tout en continuant à lui parler, il se sentait soudain métamorphosé en un âne pliant sous le bas. Or, l'amour est d'un grand poids dans la vie des hommes. C'est une surcharge. Rien d'écrasant comme les impondérables. Le cœur est un organe de plomb. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils s'étudient moins qu'ils ne se soupèsent. Ils savent qu'un jour, l'un des deux portera l'autre sur ses épaules. Car un couple, ce n'est pas un appareillage latéral, c'est un assemblage vertical. Et maintenant, assez de cette histoire. Secouons-nous, on va penser à autre chose. Pierre chercha ce qu'il y avait de plus urgent sur le chantier. Le Massevieux. Prendre 10 jours de vacances, aller dans le Midi, mettre en train les travaux de réparation. Bon, en somme, il s'est trouvé qu'à un certain moment, j'ai pensé au mariage, j'ai jeté le filet, Edwige, par hasard, était dedans. Je n'aurai qu'à le jeter de nouveau plus tard si l'idée du mariage me revient. Dès demain matin, je file au Massevieux. Au Massevieux, depuis 4 jours, on panse, on gâche, on renfête, on décèle, on perce, on abat les plafonds. Une carrière de pierre dure est ouverte dans la forêt où un scieur et un polisseur débitent les blocs, taillent les dalles, restaurent les parties d'angle manquantes, les tablettes ébréchées des fenêtres et les seuils. Les enjolivements, les barres d'appui, les moulures ont sauté. Le jet d'eau est supprimé. Le jardin, renonçant à son esthétique de square, abandonne ses plates-bandes de géranium, perd sa tonnelle orgueil du treillageur, sacrifie au style ses pelouses de gazon et, sous l'œil du nouveau maître, retourne à la forêt. Des clés et des abrivants en racines de bruyère coupent maintenant de leurs lignes d'un violet sombre les romarins et les mimosas sauvages. La maison rajeunit, ou plutôt vieillit d'un siècle par jour. Pierre fait le démolisseur. Il ne s'est jamais tant amusé. Tout le jour, il cogne, frappe, use ses muscles et c'est une volupté pour lui de voir crouler les gravats et les faits et suivre instantanément la cause. À Paris, enfermé entre 4 murs avec des pensées pas toujours agréables, il avait accumulé un potentiel de mauvaise humeur qu'il décharge ici. Il passe ses nerfs sur la maison. Il donne ses coups de pioche comme un chien donne un coup de croc. Il oublie de déjeuner, vit sur les échafaudages, manie l'outil à contre-fil, le maillet à contre-temps, ébrèche les haches, descend au poinçon des morceaux de vieux cléonnage qui tombent sous ses coups comme la pâte brisée sous la dent. À bout de force, il s'arrête, fignole un peu son ouvrage, puis le souffle revenu, se rue à nouveau sur ce pisé, fait envoler le plâtre en fumée blanche sous le Mistral. Il transforme la démolition en exercice physique, en pugilat, en voltige. Il avait décidé de détruire cette vieille cour de ferme sans autres animaux qu'un cheval et 3 poules et qui ne servait qu'à boucher la vue. Cette cour, accolée à la chapelle, avait sur la crête de l'éperon dessinant un quadrilatère autour duquel les communs étaient distribués, grenier, garage, étable, cellier, poulailler et hangar à pressoir. Il fallait faire sauter tout cela. D'ailleurs, c'était du travail méridional, du bambou recouvert à la bauge et rien ne tenait. Il suffisait d'un coup de canne pour percer une cloison. Seuls les 4 murs intérieurs de la cour restaient encore debout. Pierre, ce matin-là, s'attaquait au jointement du mur près du pignon, la pioche à la main, avec 3 fois plus de force qu'il n'en fallait. Il faisait ébouler le torchis. Soudain, quelque chose sonna dur sous le fer. Tiens, il y a une pierre là-dessous. Un instinct le fit travailler plus doucement.
Jetant la pioche, il se mit à gratter à petits coups de ciseaux. Quelque chose de noir apparut. Une vieille charpente. Pierre passa la main, sentit le froid et le poli du granit. Le cœur battant, il se mit à creuser, à gratter à une vitesse folle, la joue tout près de son ouvrage, se refusant à prendre du champ pour voir l'ensemble, s'interdisant toute conjecture de peur d'une déception. Non, l'erreur n'était plus possible. Ce qui se découvrait, c'était le tambour de granit jaillissant hors de son informe gaine de pisé. C'était le fût de la colonne, le haut du fût, la volute de pierre qui la bague, et enfin le chapiteau de marbre rose avec ses ornements sculptés, tête d'homme ou de bête, encore intacte et du plus authentique roman. Pierre n'osait pas le croire. Il avait assisté à des fouilles, mais jamais aucune trouvaille ne lui avait ainsi sauté au nez. Dans un bond de 8 siècles, émergeant, toute fraîche, encore à demi emmurée, mais bien vivante. La tête lui tournait sous le soleil d'hiver. Ses yeux, à force de regarder, ne voyaient plus que de la nuit et des étoiles rouges. Dans ses paumes brûlantes, de grosses ampoules pleines d'eau crevée l'empêchant de reprendre la pioche. Il cracha dans ses mains, remonta son pantalon et appela ses ouvriers avec de tels cris qu'ils s'interrompirent de boire à la régalade et accoururent autour de lui, persuadés qu'il avait découvert un trésor. « Voyez ce que j'ai trouvé! Une colonne romane! À l'œuvre! Il y en a sûrement d'autres! » Son enthousiasme était si sincère que les ouvriers, déçus, mais sympathisants et émotifs, prirent avec ardeur leur part de la battue. Sous la hachette, une nouvelle colonne apparut, soutenant un cintre de belles pierres et l'amorce d'un second. Peu à peu, les arcatures développèrent leur festonnement continu. À la fin du jour, les 2/3 d'un cloître roman nettoyé de sa gangue de plâtre se découpèrent sur le ciel. Pierre ne sentait plus la fatigue. Seul, maintenant, au centre de sa petite basilique retrouvée, il ne se lassait pas d'en contempler les détails. Dans chaque cintre, le paysage plaçait un tableau, tantôt un pin couché par le mistral, tantôt un pan de mer blanc d'écume ou une branche de figuier traversant le ciel. Les ténèbres tombèrent peu à peu, remplissant d'ombre et d'un scintillement d'étoiles les arches dont Pierre distinguait encore le pur mouvement. Cloître silencieux, voûte des monastères, c'est vous, sombre caveau, vous, qui savez aimer. Si seulement Edwige était là, murmura-t-il. Comme il lui plairait de vivre avec elle ici, selon la règle monastique, lui, l'homme déréglé. Ensemble, ils abriteraient leur promenade sous ses berceaux, ses angles briseraient leur léthargie, diviseraient en 4 points cardinaux leur méditation. Un cloître, c'était d'abord ce qui avait toujours manqué à sa vie, une clôture. Désormais contenus, inscrits dans ce carré, leurs gestes se modelant sur la monotone retombée des cintres, ils entreraient dans le rythme exemplaire.
Alors cet homme pressé, on espère qu'il a suscité en vous l'envie de lire ses aventures dans ce roman tout à fait intéressant. Alors, sans dire trop de choses, j'avais quand même envie que sur cette histoire de rapidité, d'urgence et de voir avec vous si c'était pas aussi la possibilité d'un nouveau type de héros romanesque, sachant qu'il fait suite à l'homme moderne de Baudelaire du début du 19e siècle, mais qui tout au long finalement du 19e et du 20e a pu définir une espèce d'appréhension au monde, d'appétit de vivre, ou au contraire d'ailleurs de dégoût de la vie, qui est parfois, qui pourrait être un facteur commun à l'ensemble des romans de la littérature contemporaine. C'était une possibilité dont on pourrait débattre peut-être juste après, dès maintenant en tout cas en live, et peut-être qu'on pourra en débattre, je l'espère, de façon tout à fait réelle et présentielle, comme on dit, nouveau mot peut-être pour le dictionnaire, présentielle au printemps, peut-être. Bon, en tout cas, à tout de suite en numérique. Merci Anne Tunin pour les lectures de cet homme pressé de Paul Morand. Merci au Quatuor Agathe pour ces prolongements musicaux de qualité. D'abord Monsieur Dynamite, Pierre lancé au galop dans un univers qui trottine, qui annonce les trépidations haletantes, le train d'enfer du final du Quatuor numéro 3 de Béla Bartók, puis la rencontre avec les jeunes et superbes trois sœurs Bois-Rosé, la belle Fromandine, la brillante Edwige et la mordante Angélique, toutes trois à l'échelle, au diapason de tous les temps, comme ce quatrième mouvement du quatuor en sol majeur de Mozart. Puis, enfin, l'exaltation de ce troisième texte où Pierre tombe en arrêt devant ses arcatures romanes. Franz Schubert et son quartet Satz fait écho à l'état mental de notre héros, la tête lui tournée sous le soleil d'hiver, ses yeux, à force de regarder, ne voyaient plus que de la nuit et des étoiles rouges. Ainsi arrivons-nous au terme de ce cheminement. Merci à Pierrick pour tes interventions. Désormais, place à une libre conversation, si vous le voulez bien, d'une vingtaine de minutes pour clore en direct cette soirée. Rejoignez-nous en cliquant sur le lien situé au bas du mail et bienvenue à tous.